Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon futur projet est une table de boarding action tirée d'un extrait de la vidéo de l'Orésidorus, la fuite de Lennonstein. Donc c'est une table qui doit se composer en multiniveau avec un spatioport, une zone où on a le déplacement des armements et le chargement des armements, des torpilles pour les différents assauts planétaires et les bombardements orbitaux, tout simplement. Je vous mettrai le petit extrait audio de Grim Imperium 40000. Ça présente la scène que j'aimerais réaliser. Bien sûr, je veux une table qui peut être modifiée et pouvoir faire différentes scènes, mais j'aimerais qu'elle puisse faire celle de l'audio, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais vous présenter différentes tables, dont celle-ci, qui vient de la chaîne de Iggy TV. C'est une bataille en V8, même la deuxième après, vous allez voir. Et donc vous avez différents couloirs, là vous voyez des égouts, des niveaux inférieurs, des niveaux supérieurs, des plateformes supérieures encore. Et j'ai trouvé que, comme vous pouvez le constater, elle a vraiment un cachet énorme. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est différents modules qui se boitent dans différentes configurations possibles et imaginables et qui donnent tout le cachet de cette table. Donc, c'est à peu près l'idée que je veux faire, sauf que là, la table, elle est en extérieur. Et moi, dans l'idée principale, c'est de la faire en type boarding action, donc plutôt dans un vaisseau spatial. Donc évidemment, il va falloir plus cloisonner, faire des couloirs. Mais certains me diront, ouais, mais ça c'est quasiment pas possible avec des niveaux, différents niveaux et de l'accessibilité. Donc je vais vous montrer par la suite. Là, vous voyez, on voit bien les petits jeux et les faits que c'est bien des dalles assemblées, adossées les unes avec les autres. Il y a des petits jours, il y a des petites imperfections, mais elles sont vraiment minimes par rapport à la qualité de la table. On sent vraiment la narration. Donc voilà, je vous mets une vue extérieure, vue globale, tout simplement. Et donc là, on est sur le boarding action. Donc si vous ne connaissez pas, c'est différents murs qu'on adapte avec différents poteaux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un peu comme cette table-là, sauf que là, c'est qu'un seul niveau. Et c'est là où je trouve le reproche de cette table, bien qu'elle donne vraiment des envies. On voit bien l'entrée des vaisseaux, la quai de hangar pour les vaisseaux, les différents couloirs, les générateurs. Là, c'est une illustration que m'avait donnée Vincent pour représenter ce que c'est qu'une torpille. Et là, c'est un peu un plan basique que j'ai fait rapidement pour différencier ma table. Et là, vous voyez, on est exactement dans ce que je cherche à faire. Donc on est toujours chez Iggy, toujours la même, c'est toujours Aurélien ou Damien, je ne sais plus, il faudrait que je revérifie, qui a créé cette table également pareil que l'autre. On voit là un pont de maintenance avec le petit crochet. Et on voit bien qu'il y a différents niveaux, même si malheureusement les niveaux ne sont pas mis en exergue. Ça veut dire que c'est pas facile de les voir et d'y accéder, quoi. Mais il y a des petits souterrains, des petits passages. Donc le but du jeu de ma table, c'est de pouvoir accéder à des niveaux différents facilement sans devoir tout démonter. Même si de temps en temps, il y aura des petits accès. Là, vous voyez, il y a un petit passage souterrain, mais j'ai jamais vu où il allait mener. Donc, je ne peux pas vous le dire. Et là, vous voyez, il y avait une petite casse-batte en haut où il manquait 2-3 trucs. Mais bon, vous voyez, avec quelques éléments de décor, on arrive vraiment à faire quelque chose de très immersif. Avec des dallages répétitifs qu'on peut adapter et mettre en place comme on en a envie, je trouvais l'idée extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais réaliser et on verra par la suite dans les différents éléments comment on va réaliser tout ça et si vous avez des idées à m'apporter ou des illustrations, parce que c'est vraiment ce qui me manque le plus. J'ai pas vraiment d'idées. Même si les murs de boarding action, je les ai déjà faits, je sais réaliser les poteaux, les différents éléments. Le but du jeu, c'est que ça soit relativement aisé de mettre en place et que ça soit rapide et très immersif. Voilà, je vais vous laisser avec avec les restes des vidéos, les restes des images. Je vais vous laisser avec l'audio de la scène que j'ai envie de faire
Et pour s'il manque des informations, je rajouterai des images que j'ai faites de mes dernières parties ou de mes différents éléments, mais je ne vous donnerai pas plus de commentaires que cela. Donc voilà. Merci et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Le commandeur Grugor marchait avec précaution au milieu des porteurs et de ses hommes, dirigeant lui-même le processus de chargement des canons. Il en acceptait la responsabilité, réalisa Voyen. Il le faisait en personne pour apposer sur cet acte la marque de sa fierté perverse. L'apothicaire se retourna lorsque des pas étouffés ramenèrent son attention vers la passerelle de maintenance. Garo, le visage orageux, arriva avec Sendek à sa suite et Caleb, pontelant, sur leurs arrières. Le capitaine de bataille parla sans préambule. Est-ce vrai? Oui. Voyen pointa du doigt. Regardez. Le symbole imprimé sur les sphères est impossible à confondre. C'est celui du fléau de la putréfaction, mon capitaine. Celui-là même que l'empereur rechigne à utiliser. Il agita la tête. Pourquoi le Rudolf fait-il cela? Quelle folie s'est emparée de lui? Les yeux de Garot étaient durs comme du silex. Ce n'est pas de la folie, mon frère. C'est une trahison. Non, persista Voyen, qui avait désespérément cherché à rationaliser la situation depuis qu'il avait envoyé Caleb les trouver. Si j'avais parlé à Grudgor, j'arriverais peut-être à discerner la vérité. Je peux l'approcher en tant que frère de loge. Il m'écouterait. Le capitaine secoua la tête. Il n'écoutera pas. Cela ne peut se finir que d'une seule façon. Garot se redressa, sortit des ombres de la passerelle et descendit la rampe avec une lenteur délibérée jusqu'au niveau principal de la baie de chargement. En se courbant, il passa sous le bord suspendu d'une cloison anti-explosion et appela à plein poumon. Ignatius Rudgor, venez immédiatement vous expliquer devant moi. Sa voix retentit dans la grande et large galerie, au-dessus des affûts de canon. Voyen et les autres le suivaient de leurs yeux anxieux, et l'apothicaire vit l'expression de Grudgor se contracter quand il remarqua tous ces nouveaux arrivants. Garo, dit-il avec un sourire de mépris, il vaudrait mieux pour vous que vous repartiez avec vos hommes. Ce qui se passe ici ne vous concerne pas. Tout autour de lui, les ouvriers des équipes de labeur et les astartes de la deuxième compagnie s'étaient immobilisés. La main de Garo était posée sur la poignée de Libertas. Nous ne partirons pas. Grugor hocha la tête, le même sourire amusé sur ses lèvres. De toute évidence, il n'en attendait pas moins. Parlez, le somma Garo. Au nom de l'empereur, vous allez en répondre devant moi. Le visage du commandeur se tordit en une grimace. L'empereur, dit-il d'un ton moqueur. Où est-il en ce moment? Que signifie-t-il encore d'en appeler à son nom? Blasphème, grogna Caleb dans un murmure. Pourquoi devrions-nous lui en répondre? fulmina Grudgor. Il nous a abandonnés. Il s'est séparé de nous quand nous avions le plus besoin de lui. Il nous a laissés seuls pour repartir vers votre précieuse Terra. Et qu'a-t-il fait depuis ce jour? Le commandeur ouvrit les bras pour englober ces hommes du geste. Il a confié à un conseil d'imbéciles et de politiciens notre droit légitime de dominer. Il a choisi des civils qui n'ont jamais connu les rigueurs ni l'épreuve de la guerre, et il en a fait des seigneurs et des légistes, à notre place. L'empereur n'a plus d'autorité à avoir sur nous. Voyen fut frappé de stupeur devant une affirmation aussi brutale et séditieuse, et s'étrangla quand il entendit un chœur d'assentiment rageur monter au-dessus des frères de la deuxième compagnie. Seul le maître de guerre et le seigneur de la mort ont le droit de nous commander, persévéra Drulgor. Ce que nous faisons ici, nous le faisons par la volonté d'Horus et de Mortarion. Garo s'avança d'un air menaçant, et du pouce, il leva la garde de Libertas pour faire émerger du fourreau une portion de la lame. Vous et vos hommes allez vous rendre, et mettre un terme à cette insanité. Drulgor se mit à glousser. Sans compter votre îlote, vous n'êtes que 3 Astartes. J'ai avec moi mon escouade de commandement tout entière et une poignée d'hommes d'équipage. Les chances ne jouent pas en votre faveur. J'ai la raison de mon côté, dit Garo. Et vous ne me ferez pas répéter ma demande encore une fois. Le commandeur étudia le capitaine de bataille. Très bien, dans ce cas, allez-y. Il renversa la tête en arrière et présenta son cou à nu. Tuez-moi, si vous l'osez. Quand Garo hésita, le rire rocailleux de Grudgor se répandit dans l'atmosphère tendue. Vous n'y arriverez pas. Je le lis dans vos yeux. L'idée que vous pourriez avoir à prendre la vie d'un autre Astartes vous horrifie. Il cessa de le regarder en face. Vous êtes aussi impotent d'esprit que vous l'êtes devenu dans votre chair. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à voir la réalité, Garo. Sous cette rigidité extérieure, vous êtes faible. Vous avez trop peur de ce qui doit être fait. Le gantelet de Garo était fermé autour du manche de son épée, mais celle-ci paraissait cimentée dans son fourreau, refusant d'être tirée. Malgré l'infamie de Grudgor, Garo savait qu'à un certain niveau, ce fanfaron avait vu juste.
Un bref instant, les paroles du Psyker Yorgal lui revinrent en tête, et le harcelèrent. Vous avez tellement confiance dans la justesse de vos actes. Vous avez tellement peur de trouver en vous une faiblesse. Il hésita, et Drulgor perçut son doute. L'instant suivant, le commandeur tirait de son étui la forme courtoide d'un pistolet bolter. Garrot lut son geste, et la lame brillante de Libertas se retrouva dans sa main. Le temps parut s'accélérer, et une fusillade démarra, accompagnée de cris et du bruit du métal contre le métal. Faites attention aux sphères, tonna Drulgor, en tirant un couteau de sa main libre. Garrot eut conscience que Voyen et Sendek adoptaient des postures de combat, et vit Caleb se baisser hors des lignes de tir. Il repensa à Decius, qu'il avait laissé sur le pont de commandement. S'il avait été là, les talents corps à corps du jeune frère auraient été un atout précieux. Drugor n'avait pas menti. Le nombre jouait bel et bien en sa faveur. Mais tous les équipements et la machinerie qui encombraient les ponts d'armement, ainsi que la présence des globes au contenu volatile, gênaient ces hommes qui ne parvenaient pas à se rapprocher pour se soutenir mutuellement. Sur un terrain d'engagement dégagé, le face-à-face aurait déjà été terminé. Mais pas ici. Garrot s'élança vers le commandeur, dont deux des hommes s'interposèrent, chacun armé d'un lourd marteau de combat. Bougeant avec célérité, son épée para un coup venu de la gauche, et il décocha vers la droite un coup de poing qui fit chanceler son second adversaire. Il pivota sur place, en usant de Libertas pour trancher le manche de l'un des marteaux. Son porteur recula, un sillon au travers du plastron de son armure. Garrot poursuivit sur sa lancée, et frappa à nouveau, cette fois avec le lourd pommeau de son épée. L'Astartes tomba, le visage réduit en débris sanglants d'os brisés. Ça n'était pas la première fois que Nathaniel faisait couler le sang d'un frère de bataille. En de nombreuses occasions, il avait affronté des adversaires réels dans les cages d'entraînement, mais ses joutes se livraient toujours dans des circonstances contrôlées, et jamais avec l'intention de tuer. Intérieurement, il maudit Grulgor de l'avoir forcé à cette situation. Sur les bords de son champ de vision, Voyen et Sendek avaient leur propre combat à livrer. Garrot perçut un nouvel assaillant qui arrivait par l'arrière, et s'écarta de justesse. L'acier tranchant d'une dague lui érafla l'épaulière. Réagissant sans volonté consciente, le capitaine de bataille inversa sa prise sur Libertas et piqua en arrière sous son bras. L'épée traversa son attaquant. Il se retourna pour la lui arracher du corps. La gorge de Garrot se serra quand il regarda sa victime tomber sur les plaques du pont. Un Deathguard était mort, et c'était de sa main. Le groupe des hommes d'équipage se rua sur Caleb, qu'ils jetèrent au sol à coups de pied et de poing. Aucun d'eux n'était courageux ou stupide au point de s'en prendre à un Astartes, et ils avaient cherché ensemble celui qui constituait la meilleure cible pour eux. Lilot s'égosilla en le reprochant de s'être allié à Grudgor plutôt qu'à Garrot, mais il gâchait son souffle. Les matelots s'étaient seulement demandé lequel des deux capitaines avait déjà le plus d'hommes avec lui. Caleb résistait de son mieux, mais leur assaut était violent et immodéré. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux arrachés. Des doigts aux ongles saillants tiraillèrent sa tunique et agrippèrent son col. Le tissu serré autour de sa peau, il sentit la colère monter. Caleb expédia un coup de tête en ayant trouvé en lui une rage nouvelle. Que l'empereur vous maudisse, tas de fils de catin! Une forme de métal compact se leva devant lui et lui matraqua la tempe. Caleb soutint le choc, agrippa l'objet. Il sentit l'odeur de l'huile. C'était un pistolet. Lilot lutta contre la force des hommes qui cherchaient à le tenir et tira la petite arme vers lui. Le coup partit dans un éclatement de son. Quelqu'un hurla. Caleb se dégagea du groupe en roulant au sol et se releva. L'automatique était toujours dans sa main. Ses doigts trouvèrent facilement la crosse et la détente, et le nouvel agresseur qui voulut se jeter sur lui reçut une balle en plein œil. Cette arme était son salut, un don accordé par son dieu. L'empereur nous garde, grommela-t-il. Je suis son sujet, son loyal servant. Il recula, en titubant, et reprit avidement son souffle. Caleb cligna des yeux. Devant lui, une silhouette qui portait le blanc terne à bordure verte d'un capitaine de la Deathguard pointait son pistolet bolter avec grand soin. D'instinct, Lilot regarda qui était sa cible. Garrot n'avait pas conscience du tir imminent qui allait le tuer, occupé comme il l'était à combattre un autre Astartes au corps à corps. Non, il ne peut pas mourir. Cette pensée traversa l'esprit de Caleb comme un trait enflammé. Je ne le permettrai pas. Il a été choisi par l'empereur Dieu. Il leva son propre pistolet, bien plus petit, et pria à voix haute. Divin empereur, puissiez-vous guider ma main. Il tira. Le projectile partit un instant avant que le doigt de Grudgor ne se resserrât autour de la détente. La balle de l'automatique était d'un si petit calibre qu'elle ne fit qu'érafler le métal du pistolet bolter là où elle le frappa. Mais cela suffit à fausser la visée du commandeur. Le bolt de Grudgor partit à son tour, ricocha contre une poutre près de la tête de Grudgor et alla éclater plus loin. Grudgor réagit à une vitesse surnaturelle, se retourna et lança son poignard de combat vers Lilot. Le couteau de l'Astartes se ficha dans la poitrine de Caleb, que l'impact jeta en arrière et fit percuter un des pupitres de contrôle de la baie d'armement. Tout cela était parvenu en un instant, une seconde à peine après la détonation de l'automatique. Le sang se répandit dans la bouche de Caleb, dans sa gorge et dans ses poumons, alors qu'un nouveau son traversait la pièce,
Un son fragile, celui d'une coquille d'œuf cassée, d'une banquise fissurée, d'un bris de verre. Par ses yeux embrumés, il vit un mince filet sombre s'élever d'un des globes, en sifflant de toute sa virulence. Le globe cria Voyon, en se précipitant à l'opposé du plus fort des combats. Un éclat du bolt de Gruldor avait dû toucher l'une des boules du verre fragile, sur laquelle d'autres fissures se traçaient. Il faut partir dit-il en tirant Sendek par le bras pour le faire reculer. Le gaz noir s'élevait en une brume lente et malveillante, qui semblait bourdonner comme une nuée de moucherons. Les hommes d'équipage les plus proches commençaient déjà à vomir et à griffer leur peau à nu. Le germe se propagerait bientôt sur tout le pont d'artillerie. Le regard de Garrot balaya l'espace du pont et trouva Caleb, qui le regardait fixement, une écume rose coulant de ses lèvres. Vous êtes important, monseigneur. C'est l'empereur Dieu qui a voulu vous sauver. Lillotte pantelant se redressa en s'appuyant sur le pupitre de contrôle. Sa main repose sur l'épaule de chacun d'entre nous. L'empereur nous garde. Garrot tendit la main dans un geste d'avertissement, alors même que Caleb s'affaissait en avant et utilisait ses dernières forces pour enfoncer le bouton du confinement d'urgence. Une sirène se mit à hurler, et au-dessus de leur tête, d'énormes crans se désengagèrent, laissant s'abattre vers le pont d'épaisses cloisons de fer. Garrot se jeta sous la plaque de métal en pleine chute, roula de l'autre côté, et se réceptionna là où Voyon et Sendek se trouvaient dans le compartiment voisin. L'un des hommes de Drudgor, le frère Mokir, s'élança juste derrière Garrot. Il retomba trop court. Seule la moitié supérieure de son corps avait franchi le fossé étroit où la cloison de métal tomba brutalement comme le couperet d'une guillotine. Le corps de l'Astartes fut sectionné en deux, dans un craquement éclairant de céramite et d'os. Les cœurs de Garrot martelaient l'intérieur de sa poitrine, alors que des doigts cognaient contre le métal de l'autre côté de l'épaisse cloison. Une douleur fantôme parcourait sa jambe bionique. Il a abaissé les barrières anti-vide, dit Sendek. Il déglutit péniblement. Voyon hocha la tête. Il nous a sauvés. La cloison va rester étanche. Le petit homme s'est sacrifié pour nous sauver. Nous et le vaisseau. Les coups frappaient contre le métal devinrent de plus en plus faibles, et espacés, jusqu'à cesser tout à fait. Garrot se remit debout et retourna vers la cloison sur laquelle il posa sa pomme. Celle-ci lui parut tiède, probablement du fait des violentes réactions chimiques qui se produisaient de l'autre côté. Il essaya de ne pas penser au carnage qu'elle lui dissimulait, au corps éclaté, aux organes liquéfiés et à la putréfaction organique. Il essaya et il n'y parvint pas. Les phrases de Caleb résonnaient dans son esprit. Il lui paraissait tout à coup certain que la voix qui lui avait parlé de l'empereur et de divinité dans les brouillards de son coma avait été celle de son loyal Ilote. Et celui-ci venait de sacrifier sa vie pour préserver celle de son maître. « Je suis important », répéta-t-il.